Bonsoir. Question. Raymond Goethals, l'entraîneur de Marseille, sourira-t-il enfin à l'issue du match que son équipe jouera tout à l'heure contre Moscou? Réponse, non, même si Marseille se qualifie, et on l'espère, pour la finale de la Coupe d'Europe. Question. Pourquoi se montrera-t-il aussi réservé? Réponse, parce que rien n'est joué, dira-t-il. Je ne pourrai me prononcer qu'à l'issue de la finale. Et il aura raison. Mais sa lucidité et son formidable bon sens ne doivent pas atténuer le plaisir et l'émotion que Papin et les siens vont nous offrir dans une heure. Ambiance à Marseille avec Didier Chaumont. 40 000 spectateurs attendus au stade Vélodrome pour soutenir leur équipe fétiche, une vague déferlante bleu et blanc parfaitement canalisée par les forces de l'ordre. Cette grand-messe du football devrait marquer une page historique dans les annales de l'Olympique de Marseille si elle se qualifie pour la finale. Les supporters n'osent même pas imaginer que cette finale puisse leur échapper le 29 mai prochain à Paris. Ils peuvent nous faire. Ils nous en mettent un, on leur en met trois, ils nous en mettent deux, on leur en met quatre. Il n'y aura pas de surprise. Bah, à mon avis, il n'y a pas photo, quoi. C'est l'OM. Chris, c'est le meilleur, on l'a dit. Jean-Pierre, évidemment. Ce match retour contre le Spartak de Moscou se jouera ce soir à guichet fermé. Quelques irréductibles tentent malgré tout de monnayer une place sur le stade Vélodrome. Si l'OM l'emporte, le club marseillais sera la 4e équipe française à inscrire à son palmarès une finale européenne après Reims, Bastia et Saint-Étienne. Je faisais allusion tout à l'heure à la prudence de Raymond Goethals. Elle se fonde tout de même sur la combativité des Soviétiques à l'extérieur. Des Soviétiques qui sont bien décidés à ne pas offrir la victoire à Marseille, même si le handicap du match aller est lourd. De son côté, l'OM ne veut pas crier victoire trop vite. La défaite face au Benfica en demi-finale l'année dernière est encore dans les mémoires. De Marseille, Georges Matera. C'était il y a un an, le 18 avril 1990, Benfica-OM. À la 84e minute, Vata mettait fin aux espoirs marseillais. Considéré comme une énorme erreur d'arbitrage, cette main privait néanmoins l'OM d'une finale de Coupe d'Europe. Un souvenir qui n'a cessé de hanter l'esprit de Jean-Pierre Papin et de ses coéquipiers. 12 mois après, ces derniers sont mieux armés que jamais pour apporter à la France le premier trophée de son histoire. Leur victoire 3-1 au match aller est plutôt rassurante car le Spartak ce soir devra inscrire 3 buts sans en encaisser un seul pour obtenir la qualification. Mais ce matin encore, les Moscovites évoquaient leur qualification. Pour eux, le match aller n'a pas permis de voir le vrai visage du Spartak. C'est sûr que nous avons été surpris par cet écart. Aujourd'hui, difficile d'échafauder une stratégie pour revenir au score. La seule chose importante sera de retrouver le football que nous n'avions pas pu jouer au match aller. En face, il y a Raymond Goethals. L'entraîneur de Marseille ne veut rien laisser au hasard. C'est mentalement que son équipe devra faire la différence, comme à Milan, comme à Moscou. Ce soir, il faudra se qualifier en évitant la casse. 90 minutes à jouer en finesse, sans prendre de risques et surtout le moins de cartons possible. Car Amoros, Dimeco, Fournier et dans une moindre mesure Murat ont déjà été avertis durant cette compétition. De l'autre côté, au Spartak, ce sera sans doute la roulette russe. Ça passera ou ça cassera. Bien sûr, nous ferons tout notre possible. Mais avant tout, ce que nous voulons, c'est offrir un beau spectacle aux Marseillais. Que personne ne soit déçu par notre prestation. Plus que 3 heures d'attente maintenant avant de connaître les 2 finalistes du 29 mai à Bari. Dans l'autre demi-finale, l'Étoile Rouge de Belgrade part favori et déjà l'Italie rêve d'une finale latine qui enflammerait à coup sûr le stade San Nicolas et ses 60 000 places. Après le foot, la politique, c'est un autre sport national en France qui a ses stars, ses rites et son terrain de prédilection. En l'occurrence, l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas manqué cet après-midi. Sifflets, huées, claquements, les députés ont voulu faire la nique aux footballeurs. Et en guise de ballon, c'est l'affaire Urbac-Raco que l'opposition et le PS se sont à nouveau renvoyés. Débat houleux dans l'hémicycle et dans les couloirs. Même attaque en règle de la droite qui demande toujours la dissolution. Reportage de Daniel Sportiello et Alain Thomas. L'opposition n'en démord pas et réclame encore et toujours la dissolution de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ne pouvant plus, dit-elle, faire adopter ses projets. On est prêt à dire chiche et aujourd'hui la parole est aux Français. C'est un coup de chaleur. Vous n'avez pas un seul homme de l'opposition sur 10 qui pense véritablement ce qu'ils disent. Qu'ils pensent ou non ce qu'ils disent, ils le disent en tout cas, et sans détour. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à accepter que les Français soient faits juges de ce grand débat? Des législatives anticipées, Michel Rocard ignore la question. Et à ceux qui lui demandent de partir parce qu'il ne pourrait plus gouverner, il répond « J'y suis, j'y reste et je travaille ». Vous exploitez les malaises de la justice, nous faisons des propositions législatives pour y porter remède. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Les nôtres sont de travailler à l'avenir des Français, les vôtres de tenter de reconquérir
Un pouvoir dont je conviens que vous supportez mal de ne pas l'exercer. Tout peut se comprendre et cela est bien humain. L'opposition s'en prend alors à Henri Nallet sur les affaires. Et quand le ministre de la Justice renvoie la balle, le coup est assassin. Urba Technique, tout est connu, on en connaît moins sur vous. J'ai bien compris votre question. Outré, une partie de l'opposition quitte l'hémicycle. Seuls les centristes décident de rester. Dans les couloirs, la droite s'indigne et la gauche riposte. Une fois qu'on aura dit aux Français, comme le fait la gauche aujourd'hui, tout le monde triche, on aura développé le slogan « tous pourris » et on aura développé l'antiparlementarisme. Les autres formations, elles étaient aussi financées. Comment? Qu'ils viennent le dire. Et le moment sans doute est venu d'avoir une commission d'enquête parlementaire. La menace du grand déballage est brandie. Le débat, lui, n'a pas évolué d'un pouce. Hier, l'opposition réclamait la dissolution du Parlement, aujourd'hui de l'Assemblée. Aujourd'hui, les socialistes se sont montrés offensifs sur ordre de François Mitterrand, Arlette. Oui, depuis quelques jours, effectivement, l'Élysée marquait un certain agacement devant ce qu'on pourrait appeler la passivité des socialistes. Donc le président de la République les a invités aujourd'hui à répliquer fermement. Lui-même s'est montré très déterminé au Conseil en réaffirmant son total soutien au ministre de la Justice. Et donc l'aiguillon a fonctionné, on l'a vu aujourd'hui. La contre-offensive s'est développée à 3 niveaux. Le ministre de la Justice lui-même, donc très combatif aujourd'hui dans l'hémicycle, et qui a présenté comme prévu ses projets de réforme visant à donner davantage d'indépendance à la justice. Deuxième niveau, le Premier ministre lui-même, Michel Rocard, qui réplique à ceux qui disent le gouvernement est paralysé. Non, répond-il, je travaille. La preuve, aujourd'hui, le projet de réflexion sur les retraites, et il accuse même l'opposition de paralyser par une espèce d'obstruction douce les débats parlementaires. Enfin, troisième niveau, les socialistes, qui envisagent, c'est vrai, de demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le financement des partis politiques. En un mot, ça ne sert pas à grand-chose, disons, ce genre de commission, mais ça permettra aux socialistes d'interroger l'opposition sur le financement de ces campagnes passées. Il y a donc risque de déballage, mais aujourd'hui, les socialistes préfèrent prendre ce risque plutôt que de continuer à prendre des coups. Merci Arlette, vous l'avez précisé, François Mitterrand a tenu à apporter et à exprimer sa totale confiance à Henri Nallet, et cela au moment où le ministre de la Justice présentait un projet de loi destiné à renforcer l'indépendance des magistrats. C'est en tout cas l'esprit de cette réforme. Quant à la lettre, elle suscite diverses réactions. Au plus fort de la tempête dans le monde judiciaire, le projet est donc présenté. Les magistrats l'attendaient depuis 6 mois, mais cette fois le texte est concret. Explications et réactions avec Jean-Baptiste Prédali. La lettre des 2 projets de loi est surtout technique. Et pour les quelques 6000 magistrats français, le changement viendra sans doute de la réforme de leur carrière. Pour eux, la notation fait place à une évaluation. Ils n'auront plus à changer de poste pour progresser. Et il leur faudra même passer des examens d'aptitude pour occuper des postes de responsabilité. La réforme veut renforcer l'indépendance des magistrats par la transparence des avancements et des nominations. Même chose pour le Conseil supérieur de la magistrature. Ses compétences sont élargies. Ce soir, les organisations de magistrats sont partagées. Les plus modérés approuvent, le syndicat de la magistrature reste critique. Il aurait donc fallu retirer le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de gestion et de contrôle de sa suggestion au président de la République, et pour cela, il aurait fallu une réforme constitutionnelle. Élaborés depuis 6 mois, les 2 projets de loi aménagent plus qu'ils ne bouleversent. Concrètement, il s'agit d'améliorer de l'intérieur le fonctionnement de la machine judiciaire, toute une affaire. Il faut dire que le monde des magistrats est particulièrement troublé en ce moment. Le procureur général d'Angers s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, qui avait approuvé l'attitude du juge Jean-Pierre dans l'affaire Urbain. Un autre débat s'amorce, il sera sans doute moins vif et moins bruyant, mais il portera sur un thème qui intéresse tous les Français, la retraite. Michel Rocard a présenté et publié aujourd'hui un livre blanc. Son intention, résoudre en amont les problèmes qui se poseront, c'est inévitable en l'an 2000. Dans ce livre blanc, 3 scénarios sont proposés pour garantir la retraite des générations de l'après-guerre. Il ne s'agit pour le moment que de propositions avant un long débat. Mais dès maintenant, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, les explications d'Agnès Molinier et de Bernard Ségara. D'abord, qui est concerné par les problèmes de retraite ? Ceux qui sont nés juste après la guerre, qui seront à l'âge de la retraite à partir de 2005. Ils seront nombreux par rapport aux plus jeunes en âge de cotiser. Faut-il pour autant changer le système? Le gouvernement affirme que non. La répartition, ou les actifs faits pour ceux qui sont à la retraite, lui semble le système le plus équitable. Mais il reconnaît qu'il faudra développer l'épargne individuelle. Va-t-on payer plus?
C'est tout l'enjeu du débat, mais il est déjà question d'allonger la durée de travail nécessaire pour toucher une retraite entière. Il faudra cotiser 40 ans et plus au lieu de 37,5. La retraite à 60 ans est-elle remise en question? La retraite à 60 ans est un droit qui sera conservé. Mais si à cet âge-là vous n'avez pas cotisé 40 ans, votre retraite ne sera pas entière. Le montant des retraites sera-t-il moins élevé? C'est là aussi l'enjeu du débat. Au lieu de prendre en compte pour son calcul les 10 meilleures années de carrière, il est question de faire une moyenne sur les 25 meilleures années, ce qui est moins favorable. Un groupe d'experts a été composé et désigné par le gouvernement pour engager en quelque sorte la réflexion et la concertation sur les retraites. Et déjà, les premières réactions surgissent. Du côté politique, l'opposition s'est déjà prononcée. Pour elle, le livre blanc est insuffisant face à la gravité du problème. Du côté syndical, des accords sont intervenus sur certaines propositions, mais les critiques se font entendre. Critiques sur le fond pour certains, sur le calendrier pour d'autres. Marie-Hélène Tichou et Laurent Pelletier. 1 heure de la vie d'un ministre pour 210 pages sur l'avenir des Français. Claude Évin a présenté lui-même le livre blanc sur l'avenir des retraites. Un débat d'orientation aura lieu à l'Assemblée nationale le 14 mai. Le ministre de la Santé aimerait bien trouver un accord avec tous les partenaires politiques et sociaux à l'image de nos voisins européens. Ils ont trouvé des solutions progressives, souvent même par consensus. Pourquoi serions-nous les seuls à ne pas trouver des solutions par consensus? Si l'opposition a déjà déclaré qu'elle était déçue, elle est prête à débattre, mais vite avant les échéances électorales de l'année prochaine. Côté syndicat, même exigence de calendrier, mais les jugements sont différents. C'est un livre bien fait, bien construit, et les hypothèses qui sont présentées sont de bonne qualité. À partir de là, le débat peut s'ouvrir, et le débat constructif. C'est-à-dire que les solutions existent. Le livre blanc reprend les différentes solutions que nous avons présentées, nous, depuis 1987. Le débat doit se terminer avant la fin de l'année, les décisions doivent être prises avant la fin de l'année et mises en application dès le 1er janvier 1992. Voilà notre exigence. Réaction beaucoup plus mitigée à Force ouvrière. Pour elle, le livre blanc a une logique économique qui emprisonne le débat. Vous pensez qu'on va demander des sacrifices aux salariés? Je crains le contraire. Je m'entends. On va essayer de leur faire passer les sacrifices sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est notre rôle à nous, organisation syndicale, de montrer les conséquences. Un livre pour un débat, disponible en livre de poche début mai, à lire pour connaître son avenir. Les officiers américains, français et britanniques qui se trouvent en Irak lancent un ultimatum à Bagdad. Ils demandent à l'armée irakienne d'évacuer la ville de Zarqo dans les 48 heures. C'est dans cette ville que les Alliés ont prévu d'installer des milliers de réfugiés, mais la présence de soldats irakiens pourrait dissuader les Kurdes de rejoindre la ville. C'est la raison pour laquelle cet ultimatum a été lancé dans une ville où les troupes ennemies se font face. Reportage sur place de Jean-Paul Gerrois et Christos Camillieris. Zarqo, avant la guerre du Golfe, c'était une ville de 10 000 habitants qui vivait du trafic avec la frontière turque toute proche. Aujourd'hui, partiellement désertée, ces rues sont le théâtre de chassés-croisés surréalistes. Soldats américains, français, britanniques et gendarmes irakiens s'y croisent sans arrêt, sous l'œil ébahi des derniers habitants. Gendarmes irakiens, rien n'est moins sûr. Chacun ici les soupçonne d'être des espions de la police politique de Saddam Hussein. Hors de question, bien sûr, de l'affirmer clairement. Je ne peux pas dire ça, parce que nous ne connaissons pas la situation à Bagdad, mais nous savons que la police est toujours très forte. Toutefois, ces craintes de la population pourraient être levées bientôt. L'état-major allié a donné ce matin 48 heures à l'Irak pour retirer de la ville ces derniers hommes armés. Coïncidence troublante, quelques heures après, une compagnie de soldats britanniques s'est installée dans un hôtel de la ville et a commencé à patrouiller. À en croire le porte-parole de l'armée britannique, l'entrée dans Zarqo d'une compagnie de soldats anglais a pour seul but d'installer un camp de base au périmètre de la cité. Il s'agit tout de même d'un cran supplémentaire dans la pression mise sur les Irakiens pour qu'ils quittent la ville au plus vite. De toute évidence, les états-majors de la coalition sont désormais persuadés que c'est le seul moyen de convaincre les Kurdes de redescendre dans les vallées. En ce qui concerne l'aide humanitaire fournie par la France, 6 hélicoptères Super Puma transportant une vingtaine d'hommes et des civières ont décollé cet après-midi du camp de la Hori à Phalsbourg, en Moselle, pour la Turquie. Au total, une centaine d'hommes et 30 véhicules ainsi que des vivres et des médicaments partent cette semaine pour les camps de réfugiés kurdes. Après la perestroïka et la glasnost, un autre terme va apparaître
dans le dictionnaire des nouvelles mœurs politiques en Union soviétique. Sac glacier traduisait consensus, consensus entre Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin qui viennent de conclure une trêve. En France, la Côte d'Azur tente de préserver son charme et ses couleurs en luttant contre une longue trace noire qui menace ses plages, une nappe de pétrole. Et dès ce matin, 3 bateaux de la Marine nationale ont commencé à traiter la nappe. Longue de 5 km, elle a été localisée au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle menace maintenant la baie des Anges. Dominique Dumas. 4 bateaux ont repris la mer pour traiter les résidus pétroliers au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de Villefranche, mais aussi de la baie des Anges et du Cap d'Antibes. Les autorités sont formelles, il ne faut pas s'alarmer, il s'agit essentiellement d'irisation de petites plaques très éloignées des côtes et faciles à récupérer grâce aux navires Pélican. Selon les courants et la température de l'eau, le pétrole est plus ou moins solidifié. Exemple, sur cette plage de Villefranche, le personnel de la protection civile collecte des morceaux de bitume. C'est du pétrole brut, quoi. Chauffé par le soleil? Chauffé par le soleil, oui. Le matin, on le trouve sous bloc assez dur. Et vers 10h, 11h du matin, nous le trouvons sous cette forme liquide. Seule interrogation, les fonds marins qui risquent tout de même d'être endommagés. La circulation maritime en Méditerranée est trop intense, il faudrait sans doute la revoir. Quant au tourisme, il n'y a pas d'inquiétude pour la saison. Le pétrole ne devrait pas assombrir l'horizon. Hervé Guéquière résume les autres événements couverts en France par nos rédactions régionales. Procès des 4 parachutistes à Toulouse, Maître Catala, un des avocats de la partie civile, accuse l'armée de négligence. Il relève notamment l'absence de contrôle des appelés lors de leur sortie nocturne. Rappelons que les 4 parachutistes sont accusés de plusieurs meurtres et viols commis en 1989. Meurtre de la petite Anaïs, l'autopsie pratiquée à Strasbourg relève des indications de strangulation. En revanche, aucune trace de violence sexuelle. Anaïs, 10 ans, avait disparu le 14 janvier dernier à Mulhouse. Alors qu'elle rentrait de l'école, le corps de la petite fille sera enterré samedi prochain. Violent bizutage hier dans un lycée de Cagnes-sur-Mer près de Nice. Bilan, 2 blessés et de nombreux dégâts matériels. Il y a 2 ans déjà, des incidents du même type s'étaient produits dans le même établissement. Le plus grand paquebot à voile du monde, son nom le Ponant, il vient de prendre la mer à La Rochelle, cap sur les Caraïbes. Sous les tropiques, il embarquera ses premiers passagers. Les viticulteurs n'entendent pas abdiquer devant le gel et le froid qui ont abîmé leur vignoble. Ils ont trouvé, c'est le cas de le dire, un contre-feu. En Bourgogne, dans le Sablis, certains crus sont si précieux que face au gel, les viticulteurs ont mis en place un véritable plan de résistance ou de sauvetage des vignes. C'est efficace, c'est aussi très beau. Reportage de Lilian Mellet et Christian Dessau. Chablis, la colline illuminée. Pot de paraffine, brûleur au mazout. Les Chablisiens ouvrent le feu depuis plusieurs nuits. Mais face à la puissance de l'adversaire, ils ont dû se replier dans un camp retranché. Les 7 grands crus, 100 hectares sont protégés parce que cette résistance coûte très cher. Autre arme contre le gel, l'eau. Asperger sans cesse les vignes, les recouvrir d'un cocon de glace qui, selon le principe de l'igloo, les isole d'un gel meurtrier. Le principe de l'aspersion est beaucoup plus moderne, mais aussi très coûteux, qui se fait en général par association de viticulteurs, puisqu'il nécessite énormément d'eau. Au matin du 4e jour, Chablis résiste encore. Les armes se sont tues, la fumée du combat, les odeurs de mazout flottent encore. Les hommes sont épuisés, mais ils apportent de nouvelles munitions avant d'aller dormir un peu. Ils le savent tous, là-haut sur le plateau et sur d'autres coteaux, le gel a fait très mal, mais ici, la vigne est toujours verte. Et notre invitée ce soir s'appelle Amina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Nous vous avons invité parce que vous allez représenter la France à l'Eurovision le 4 mai. Le 4 mai. À Rome. À Rome. Pour chanter. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est le titre de votre chanson. C'est le titre de ma chanson. Alors je propose à nos téléspectateurs d'écouter un extrait de cette chanson qu'Amina va chanter. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tout est
dis pas non. Le monde n'est ni mauvais ni bon que ton parent. C'est sans raison. Ouah, ouah, iya, 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 iya. Dis-moi au nom de quelle nation tu lèves le ton. Dans ma maison, ne gémis pas comme un violon sans partition. C'est une leçon, la vérité se cache le front comme un silence. Qui en dit long, c'est la plus forte qui a parlé, qui a raison. De toute façon. Voilà, toute l'Europe va entendre cette chanson le 4 mai. C'est une chanson que vous avez vous-même composée? J'ai composé cette chanson, j'ai composé les paroles et un copain musicien sénégalais a composé la mélodie. Et ça n'est pas la première. Vous avez déjà sorti des disques, un Oui, compas. j'ai sorti un album il y a 2 ans qui est sorti dans 22 pays. Alors justement, on vous connaît relativement peu en France, mais vous avez parcouru le monde, des États-Unis. Comme quoi, nul n'est prophète dans son pays. Absolument. Et votre répertoire, j'ai bien écouté vos autres chansons. Et j'encourage les téléspectateurs à les écouter également. Votre répertoire est troublant, un petit peu à l'image de la chanson qu'on vient d'entendre. On a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que deux cultures s'entremêlent. La culture et la musique occidentale et une culture plus orientale. Oui. Oui. Oui, tout à fait juste. Vous avez la double nationalité? J'ai la double nationalité. J'ai 2 amours, mon pays et Paris. Pour eux toujours, mon cœur est ravi. Voilà. Alors votre autre pays? Mon pays, c'est la Tunisie. Vous êtes né sur l'île de Carthage? Oui, sur l'île de Carthage. C'est un symbole? C'est un symbole, oui. Il y a plusieurs civilisations qui se sont entredéchirées, mais qui se sont aussi rencontrées sur l'île de Carthage. L'Occident, mais aussi l'Afrique. Oui. Alors comment faites-vous pour marier ces deux cultures? Comment je fais pour marier ces deux cultures? Eh bien, parce que je les aime autant l'une que l'autre, alors pour moi c'est un mariage évident. Alors on me dit que vos amis vous appellent l'oriental désorienté. Je n'ai pas cette impression ce soir. J'ai l'impression qu'au contraire ces deux cultures vous rendent plutôt épanoui. Ou c'est un masque, ou alors c'est un sourire... Non, l'oriental désorienté, c'est-à-dire que je suis orientale, et désorienté, c'est-à-dire que je m'oriente un peu vers tout, vers toutes les cultures qui m'intéressent. Donc, désorienté, ça a 2 sens. Et vous avez l'impression d'incarner ce qu'on peut appeler aujourd'hui la diversité en France, comme en Europe, comme aux États-Unis? Oui, je pense que j'incarne la diversité. En tout cas, cette diversité se retrouve dans vos chansons. Je rappelle qu'Amina va représenter la France le 4 mai à Rome. Merci. Et merci d'être venu. Élise? Tout de suite, et pour terminer ce journal, les pronostics du tiercé Quartet Plus Quintet Plus qui se courra demain à Longchamp. Pronostic de Monsieur Courtine qui vous propose le 7, le 16, le 3, le 12, le 13, le 18, le 8 et le 2. Vous le voyez, le 7 est son joker. Ce 19-20 est terminé. Marc Hautement vous donnera d'autres informations ce soir à 22h15. Et dans quelques secondes, Michel Touré vous parlera du temps. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.